Voilà, ça démarre. Très bien. Donc, la semaine dernière, avec vos camarades que j'ai vus jeudi, nous avons commencé, nous n'avons pas vu toute la présentation concernant le personnage romanesque. Comme catégorie faisant partie du récit dans un roman, nous avons l'un des éléments les plus importants ou les éléments fondamentaux dans un récit, dans un roman. On a le personnage. Et justement, on va voir comment on fait pour créer des personnages et surtout comment on fait pour caractériser les personnages ou un personnage pour le distinguer du reste ou des autres personnages, du reste du personnel dans un roman. Voilà. Donc le personnage romanesque, je commence. Et nous commençons par le commencement, à savoir la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage dans une fiction ou dans un récit fictif? Le personnage est un être imaginaire, c'est un être fictif, comme nous l'avons déjà vu la dernière fois. Déjà en parlant du narrateur et du narrateur, nous avons parlé d'être fictif, d'instance fictive. Et il y a la même chose, le personnage, si vous faites une enquête biographique sur la vie du personnage, vous n'allez rien trouver, contrairement à une personne réelle comme vous et moi. Donc, quand vous lisez un roman ou n'importe quel récit, ça peut être aussi ça peut être une épopée, ça peut être un conte. Chaque fois que vous rencontrez un personnage, il faut savoir que c'est un être fictif, un être imaginaire qui a été créé par l'auteur et qui n'a pas d'existence en dehors du roman. C'est-à-dire, c'est un personnage imaginé qui n'a pas d'existence ou bien qui n'a jamais existé en dehors de l'histoire qui est racontée dans le récit que vous êtes en train de lire ou bien d'écouter quand il s'agit par exemple d'un conte transmis oralement. Donc le personnage est un être fictif, un être imaginaire qui n'existe pas, qui n'existe que dans le récit et il est anthropomorphe. Dans anthropomorphe, c'est un mot composé de deux mots. On a anthropos du grec, donc qui signifie homme, humain, et morphe qui renvoie à la forme. Donc le personnage est un être imaginaire qui a une forme humaine, c'est-à-dire c'est un être humain imaginaire, mais il a des attributs humains, il a des caractéristiques humaines comme vous et moi. Il a un corps, il a un nom, une apparence physique, une famille, un passé, une profession, des loisirs, il agit, il pense et il parle. Donc le personnage est un être fictif, imaginaire, qui a une forme humaine parce qu'il possède des caractéristiques ou des attributs humains. Mais il ne faut pas confondre la personne réelle et le personnage fictif, parce que les deux ne coïncident pas, même si le personnage, dans le récit, reçoit le nom d'un être qui a réellement existé ou qui existe réellement. Comme par exemple les personnages historiques. Si j'ai donné l'exemple la semaine dernière, j'ai dit à vos camarades, si vous êtes en train de lire un récit et vous rencontrez un personnage qui s'appelle Napoléon Bonaparte, par exemple, on sait que Napoléon Bonaparte a réellement existé, donc c'est une personne réelle qui fait partie de l'histoire de la France. Eh bien, même si c'est une personne réelle, un personnage historique, eh bien, dans le récit, vous le traitez comme étant un personnage. Dans un récit, vous n'avez affaire qu'à des personnages et donc, ils font partie de la fiction. Le personnage est toujours construit dans le cadre de la fiction, dans le cadre de l'histoire imaginaire qui a été imaginée par l'auteur et qu'il vous raconte par le biais d'un narrateur. Donc, en dehors du cadre de la fiction, le personnage n'existe pas. C'est pour cela on le définit comme étant un être de papier. C'est un être qui n'existe que sur le papier, il n'existe que dans le récit fictif que l'on lit ou bien que l'on découvre par n'importe quel moyen. Très bien, j'avance. Donc il n'y a pas de... Très bien, oui, ça. Exactement, il a un aspect humain. Mais cet être fictif est souvent traité dans la fiction. On a tendance à un moment, c'est quand les descriptions sont développées, on a l'impression qu'il ne s'agit plus d'un personnage, mais on a affaire à une personne réelle qui nous ressemble.
Donc l'auteur, lui, va tout mettre dans le récit pour traiter le personnage comme étant un être humain réel. Comment cela? Eh bien, on va le présenter comme un être qui parle dans le récit, quelqu'un qui pense, il exprime ses idées, ses pensées, ses idéaux, ses points de vue, ses opinions personnelles, et en même temps, c'est quelqu'un qui agit. C'est un agent, un actant qui agit, qui accomplit des actions. On voit des personnages lire des livres, on voit des personnages écrire, on voit des personnages courir, on voit des personnages faire du cheval. Donc, à l'image d'un être humain réel comme vous et moi, le personnage est souvent représenté en train de parler ou de penser ou d'agir, donc d'accomplir des actions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage va créer chez nous, les lecteurs, deux types de réactions. D'abord, des réactions sentimentales, affectives, c'est écrit en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire des réactions affectives? C'est-à-dire que le personnage, il va soit vous séduire et il va vous inspirer un sentiment positif tel que la sympathie ou l'empathie. Vous allez même ressentir la douleur ressentie par le personnage, ce qu'on appelle l'identification. On se met à la place du personnage et on ressent sa douleur. Des fois, on pleure avec les personnages dans un film ou en lisant un roman. Eh bien, donc, le personnage, il va soit vous inspirer un sentiment de sympathie vis-à-vis de lui, ou bien il va vous dégoûter et il va provoquer chez vous un sentiment de répulsion et de dégoût. Vous allez détester le personnage parce qu'il est méchant, parce qu'il incarne des valeurs complètement négatives, condamnables et répréhensibles. Un personnage avare, un personnage égoïste, un personnage assassin, un personnage méchant, un personnage hypocrite. Eh bien, les personnages qui généralement incarnent des valeurs positives créent chez nous une réaction sentimentale, affective, de sympathie ou d'empathie, à l'opposé des personnages négatifs, méchants, qui, eux, nous inspirent un sentiment de dégoût et de rejet. Le deuxième type de réaction que le personnage pourrait créer chez nous, ce sont des réactions pratiques, c'est-à-dire réelles, concrètes, tangibles. Comment cela? Eh bien, le personnage peut vous pousser à vouloir lui ressembler. Quand le personnage est positif, quand le personnage est charismatique, quand le personnage a une force d'âme et il a une force morale, je vais dire, incomparable, eh bien, on se retrouve souvent, à la fin de la lecture d'un roman, en train d'essayer de ressembler à notre personnage préféré. On essaie de parler comme lui, on essaie d'être courageux comme lui, on essaie d'agir comme lui, on essaie de parler comme lui, on adopte ses tics, ses manies, sa gestuelle, ses habitudes, sa soif de la lecture. C'est ça les réactions pratiques. Est-ce que c'est clair jusque-là, ce que je viens de vous expliquer? Le personnage provoque chez nous deux types de réactions, soit des sentiments positifs ou négatifs, de sympathie ou de rejet, et le personnage peut même exercer sur moi des réactions pratiques, c'est-à-dire il peut me plaire au point de me pousser à l'imiter, à vouloir lui ressembler en adoptant son comportement, en agissant comme lui. Très bien, puisque c'est clair, on avance. Maintenant, on en vient à ce qui nous intéresse réellement dans le cadre de ce module et de cette leçon sur le personnage, à savoir les procédés de caractérisation. C'est écrit en gras, en noir. Eh bien, pour amener ces personnages à la vie fictive du récit, c'est-à-dire pour les insérer dans le récit, dans la fiction et pour leur donner vie dans le récit fictif, le romancier doit, et il possède, en fait, il dispose d'un certain nombre de procédés de caractérisation, c'est-à-dire qu'il doit caractériser son personnage, il doit lui attribuer, lui donner un certain nombre de caractéristiques qui sont susceptibles de le distinguer des autres personnages et de lui donner un caractère spécifique. Donc si je crée un personnage, le personnage ne sera pas une silhouette anonyme, mais je vais créer un personnage, je vais l'imaginer, et puis je vais essayer de lui donner des caractéristiques. Je vais lui donner un nom, je vais lui donner un genre, un sexe, c'est-à-dire est-ce que ça sera un homme ou une femme.
Je vais lui donner un âge. Est-ce que ça sera un enfant? Est-ce que ça sera un adulte ou un vieillard? Et puis, je dois aussi lui donner une apparence physique. Je dois habiller mon personnage, lui donner une apparence vestimentaire. Je dois lui donner aussi des habitudes. Je dois lui donner une façon de parler qui lui sera propre. Je dois lui donner un certain nombre d'idées qui seront les siennes et qui vont le caractériser, qui vont le distinguer des autres personnages qui ne penseront pas comme lui. C'est ça ce qu'on appelle les procédés de caractérisation. Donc, qui c'est qui est responsable de la caractérisation du personnage? C'est l'auteur qui l'imagine, qui le crée, qui va le caractériser. Et qu'est-ce que c'est que caractériser un personnage de roman? Caractériser un personnage de roman, c'est donner à ce personnage, dans le récit, dans la fiction, toutes les qualités que la personne qu'il représente dans la fiction posséderait dans la vie réelle. Et j'ai donné l'exemple la semaine dernière. Exactement, Titrit, c'est tout à fait. La classe sociale aussi. Mon personnage, je dois lui situer dans une classe sociale, je dois lui donner un niveau d'instruction. Toutes les informations que je vais donner sur mon personnage vont servir en tant que outil de caractérisation du personnage. Très bien. Donc, j'ai dit que pour caractériser un personnage, c'est lui donner des qualités ou des vices qui permettent au lecteur de reconnaître en lui la personne réelle qu'il représente. Cela signifie, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je caractérise un personnage, par exemple, si je suis un auteur, j'écris un roman et j'imagine le personnage d'un professeur. Eh bien, je dois caractériser mon personnage, c'est-à-dire je dois lui donner des attributs, je dois lui donner des caractéristiques qui sont propres à des vrais professeurs dans la vie réelle. Je vais voir comment parlent les professeurs dans la vie réelle et je vais faire parler mon personnage de la même façon. Je vais voir comment s'habille un professeur réel et je vais habiller mon personnage de la même façon. Je vais emprunter les tics, les manies, le comportement, la façon de parler, le niveau d'instruction, la façon de s'habiller, l'âge, et je vais attribuer toutes ces qualités que j'ai vues chez une personne réelle, que je voudrais reproduire dans mon roman. Eh bien, ces caractéristiques, je vais les attribuer à mon personnage. Pourquoi? Pour qu'il ressemble à la personne réelle du professeur qu'il va jouer dans le roman. Que c'est clair. Très bien. Bonjour, je suis Fatima Aït Belid. Très bien. Bonjour Fatima. Donc c'est clair cette question de caractérisation. Vous voulez créer un personnage d'enfant naïf, eh bien l'enfant naïf, vous allez voir à quoi ressemble dans la vie réelle un enfant naïf. Et toutes les caractéristiques de l'enfant naïf réel, la personne, vous allez les attribuer à votre personnage pour qu'il ressemble à ce modèle qu'il va incarner, qu'il va représenter dans la fiction. Très très bien, c'est bien dit Wissal. Tout à fait, l'auteur s'inspire, il part toujours de la réalité comme point de départ pour caractériser son personnage. Il ne va pas créer le personnage à partir du vide, non. Le point de départ, c'est toujours la réalité. On s'inspire de ce qui existe réellement, surtout au niveau des personnages, pour que mon personnage soit presque, pour qu'il crée un effet de réel et l'illusion chez le lecteur que c'est une personne réelle et non pas uniquement un personnage fictif. Avec le facteur ou le critère de vraisemblance. Très très bien. Attribuer de la ressemblance, c'est tout à fait cela. Alors, le premier procédé de caractérisation que nous allons découvrir ensemble, c'est le patronyme. Le patronyme du personnage. Qu'est-ce que j'entends par le patronyme? Eh bien, le patronyme, c'est le nom, le prénom, le surnom. Quand le personnage a un surnom, des fois, on donne des surnoms à des personnages pour justement souligner l'un de leurs défauts, soit un défaut moral, soit un défaut physique. Exactement, Hicham, très bien. Une touche de réalité ou de réalisme, attribuer de la ressemblance, c'est tout à fait cela. Très bien. Donc, le patronyme, j'ai dit, c'est le nom, le prénom, le surnom, mais aussi le titre. Des fois, vous avez madame, mademoiselle. Donc là, vous avez deux titres qui me donnent une information sur le statut
matrimonial du personnage. Si c'est une demoiselle, je sais qu'elle n'est pas mariée. Si c'est madame ou une, je sais qu'elle est mariée. Puis vous avez aussi les particules de noblesse. Si j'ai la comtesse, le baron, le duc, la duchesse, je sais qu'il s'agit d'un personnage qui relève de l'aristocratie ou de la noblesse française dans le roman. Donc il faut être attentif au nom du personnage, à son prénom, à son surnom et à son titre, parce que ça peut me renseigner sur la classe sociale, mais le nom peut aussi me renseigner sur le caractère du personnage ou bien sa profession. Et je vais vous donner des exemples. Je poursuis la lecture. Donc parfois, le nom du personnage résume de façon métaphorique, de façon symbolique, à lui seul le personnage. C'est-à-dire tout le caractère du personnage est résumé de façon symbolique et métaphorique à travers le nom ou dans le nom qu'il porte. Et pour cela, on va utiliser, souvent l'auteur utilise des jeux de mots. Par exemple, ici, vous avez un exemple. Balzac, dans son roman Illusions perdues, un roman qu'il a écrit sur la presse, Les Illusions perdues, il parle d'un personnage, il s'agit du père du héros du roman. Il s'appelle, et je cite, vous avez entre guillemets, c'est tiré du roman de Balzac, Illusions perdues. Il s'appelle Jérôme Nicolas Séchard, fidèle à la destinée que son nom lui avait faite parce qu'il était doué d'une soif. Je ne vois pas pourquoi on ne voit pas le reste de la présentation. De toutes les façons, vous avez le texte, vous l'avez en polycopié. Donc pour ceux qui ont pu faire des photocopies et même pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Marrakech pour faire la photocopie, vous avez les documents PDF. Donc si vous ouvrez le fichier PDF sur le personnage romanesque, vous allez trouver le même texte que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Donc même si vous n'avez pas la suite, ça doit être juste parce que j'ai modifié le texte tout à l'heure. Il y a une partie, la fin de la citation a disparu. Jérôme Nicolas Séchard. Donc vous avez Séchard en jaune. Dans Séchard, vous avez un nom qui a été créé par Balzac pour désigner exprès un personnage alcoolique, un personnage caractérisé par sa propension à son penchant pour la boisson. C'est quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool, quelqu'un d'alcoolique. Donc, Balzac, pour souligner le défaut de caractère de ce personnage alcoolique, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a créé un nom ironique, Séchard, qui renvoie ou qui souligne, qui met l'accent sur le défaut de ce personnage, c'est-à-dire son penchant pour l'alcool, pour la boisson. Comment s'appelle le personnage? Jérôme Nicolas Séchard, fidèle à la destinée que son nom lui avait faite. Il était doué d'une soif inextinguible. Donc la partie il y a la soif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était tout le temps, il avait soif d'alcool. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool, il était alcoolique. Donc comment Balzac l'a appelé, comment il l'a baptisé? Il l'appelle Séchard avec le suffixe péjoratif art à la fin, quelqu'un qui fait mal les choses. Et Séchard, vous avez séché, c'est quelqu'un comme une éponge qui boit ou qui absorbe tous les liquides. Lui, c'est son penchant, c'est son faible pour la boisson. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Le nom du personnage résume son défaut de caractère. Il résume le caractère, la personnalité du personnage. J'ai donné pas mal d'exemples ironiques à vos camarades en classe jeudi dernier. J'ai donné aussi l'exemple d'Emma. Emma Bovary. Emma Bovary, toute la tragédie que va vivre Emma Bovary est résumée dans son nom. Dans son prénom Emma, qui s'écrit E2M, donc je vais l'écrire dans la conversation, elle s'appelle Emma Bovary. Dans Emma, on entend le verbe aimer, Emma, plus bovin. Bovin qui vient de bœuf. Donc tout ce qui est animal, tout ce qui est rustre, tout ce qui manque de goût, eh bien Emma, dans son prénom, il y a l'amour, Emma. Il y a une homonymie avec le verbe aimer.
Donc, il y a l'amour dans le prénom d'Emma. On l'entend. Emma, Emma, le verbe aimer. Et puis, le nom que son mari va lui donner, Charles Bovary. Il lui donne le nom de famille, Bovary. Et dans Bovary, les critiques littéraires entendent bovin, l'adjectif bovin, il vient du mot bœuf. Bœuf qui renvoie bien sûr à un taureau, à une vache. Le bœuf, c'est un animal rustre, grossier, trivial, qui n'a rien de romantique. Alors que le prénom d'Emma est très romantique et renvoie à l'amour. Donc, comme s'il y avait un paradoxe entre le prénom d'Emma, ce qu'elle est réellement, elle est romantique, et ce que le mariage va lui apporter. Le mariage lui apporte la frustration à travers le nom Bovary. Donc, toute la tragédie d'Emma, elle est résumée dans son nom et son prénom. Emma, amour, poésie, romantisme, et Bovary, bœuf, campagne, manque de goût, absence de romantisme, absence de poésie, platitude, caractère prosaïque. Donc il y a un paradoxe entre le prénom et le nom d'Emma. Et c'est ce paradoxe qui va créer un tiraillement chez cette personne, chez le personnage d'Emma, qui va vivre un déchirement existentiel que vous connaissez, qui va se terminer par un drame. Donc, la personnalité. Donc, soyez attentifs au nom et au prénom des personnages, par exemple, dans un extrait que vous êtes censé analyser le jour de l'examen. Je vous donne un troisième exemple sur le nom du personnage, quand il est motivé sémantiquement, quand il est signifiant. Ainsi, dans L'Assommoir de Zola, un roman que vous connaissez certainement, dans L'Assommoir, nous avons une scène qui décrit un accident. Un accident dont est victime un homme qui travaille comme zingueur. C'est Coupeau, c'est le mari de Gervaise d'ailleurs, le personnage féminin principal. Eh bien, le Coupeau est un ouvrier qui travaille comme zingueur, c'est-à-dire il colle des plaques de zinc sur les toitures des immeubles et des maisons. Donc, c'est un travail qui s'exerce dans les hauteurs, sur les toits. Et si jamais il y a un accident, on perd l'équilibre et on tombe, bien sûr, l'accident peut être mortel. Alors, dans L'Assommoir, il y a un personnage qui exerce ce métier. Comment Zola a appelé ce personnage? Il lui a choisi un nom. Il l'a appelé Coupeau. Vous le voyez en bleu dans la présentation. Coupeau. C'est un nom motivé sémantiquement. Il a une signification. Parce que le patronyme qui est donné à ce personnage, si vous le prononcez les yeux fermés, vous allez entendre des coups, quelqu'un qui donne des coups sur le zinc, et on entend l'adjectif haut, les hauteurs. Donc c'est quelqu'un qui donne des coups sur le zinc dans les hauteurs. On peut entendre aussi coupe, le verbe couper, ce qu'il fait, il coupe des plaques de zinc. Et on a toujours l'adjectif haut qui renvoie à la hauteur, l'élévation, le danger. Et ça a donné le nom Coupeau. Alors, quelle est la signification du nom du personnage dans L'Assommoir? Eh bien, le nom, le signifiant du personnage, il caractérise ici le personnage romanesque dans, d'abord, son activité professionnelle, c'est-à-dire Coupeau. Moi, je comprends que le métier de cet homme consiste à couper dans les hauteurs quelque chose. Donc, dans Coupeau, il y a le métier, mais avec haut, il y a aussi dans le nom le danger et les risques dramatiques que cette activité professionnelle contient et qu'elle comporte en germe. Yani le danger avec la nature de la profession, ils sont tous les deux sous-entendus dans le nom qui a été choisi et qui a été créé par Émile Zola exprès pour signifier que cet homme, il exerce un travail qui consiste à couper des plaques de zinc dans les hauteurs, et avec les hauteurs, j'ai le risque, le danger. Donc, j'ai écrit en rouge que vous devez être attentif à ces petits détails qui peuvent paraître des fois insignifiants et sans importance à la plupart des lecteurs. Des fois, on lit des romans, on rencontre le nom du personnage et on se dit, c'est bon, j'ai le nom du personnage, ça me permet uniquement de le reconnaître.
Emma, j'ai son prénom, ça me permet de ne pas la confondre avec un autre personnage féminin dans le texte qui va s'appeler, je ne sais pas, Jacqueline ou Marie. Non, le nom d'un personnage, vous devez l'interroger le jour de l'examen. Parce que souvent le nom, le patronyme du personnage, il a une signification. Il est créé par l'auteur pour souligner une profession, pour souligner l'origine paysanne d'un personnage ou bourgeoise, pour souligner un défaut de caractère chez le personnage. Donc, le nom parce que le patronyme résume la personnalité du personnage. Très bien. Maintenant, j'ai une question posée par Islaine. S'il vous plaît, que veut-on dire par romanesque? Romanesque, j'attends le roman. Riwaya, ar-riwa'i, an-nasr riwa'i. Donc, la même chose. Un récit romanesque signifie, ou un personnage romanesque, c'est-à-dire un personnage qui apparaît dans un roman. Roman, c'est le nom. Romanesque, c'est l'adjectif qui vient du mot roman. Là, romantique, ça n'a rien à voir. Romantique, il renvoie au romantisme, qui est un courant littéraire que vous allez étudier en S3. C'est un courant littéraire qui se caractérise par un certain nombre de caractéristiques, mais nomme la sensibilité, l'émotion et l'imagination. Donc, c'est un courant littéraire qui met en avant la sensibilité. Donc, chaque fois qu'on a un être qui aime la nature, qui est sensible, qui est émotif, on le qualifie de romantique. Yani le caractère Diallo, il est sensible, il aime la nature, il est sentimental, il renvoie à une sensibilité particulière. Donc, ne pas confondre romantique avec romanesque. Romanesque, c'est technique. C'est le roman. Un personnage romanesque, c'est-à-dire un personnage de roman. Un récit romanesque, c'est-à-dire un récit de roman. Il est tiré d'un roman. Un texte romanesque, c'est un texte qui provient d'un roman. Est-ce que c'est clair maintenant, Rizlan, la différence entre romantique et romanesque? Non, non, oui, ça, la romance, c'est... il y a toujours les sentiments, mais c'est différent. Moi, j'utilise le mot romanesque parce que nous étudions ce que je vous dis, il est valable pour le personnage dans le roman, le personnage du roman, mais aussi romanesque, mais ça peut s'appliquer aussi à un personnage d'une pièce de théâtre ou bien un personnage, le personnage dans une épopée ou dans un conte. Ou dans un conte. Souvent, les noms des personnages, je ne sais pas, dans les contes marocains, nous aussi, on crée des noms qui ont une signification. Souvent pour dire, on donne même des surnoms. On donne même des surnoms. On appelle un personnage qui est très très malin. On va l'appeler Haïmi. Ça, c'est un surnom. Donc, cela renvoie à l'intelligence ou bien vous donner un surnom ou bien même le nom. Le nom du personnage, il est porteur de signification. Il renvoie à son caractère. Romantique, romance, on est beaucoup plus du côté des sentiments. Romanesque, c'est uniquement le roman. Ça vient du roman comme genre littéraire. Riwaya. Ah d'accord, très bien, oui ça. Et on avance. Donc on a vu. Est-ce que c'est clair la question du nom, du patronyme, avant de passer à l'âge, le deuxième procédé de caractérisation, l'âge du personnage. Est-ce que c'est clair? Je dois être attentif le jour de l'examen quand j'analyse un texte au nom du personnage. Des fois, vous avez des noms qui n'ont pas de signification. Dans ce cas-là, n'essayez pas forcément de faire dire des choses à un nom qui ne dit rien, qui n'est pas motivé sémantiquement. Donc, le nom n'a aucune signification. Mais il arrive des fois que dans un texte, j'ai affaire à un personnage dont le nom pourrait évoquer quelque chose pour moi. Donc, je ferme toujours les yeux et j'essaie de prononcer le nom, le patronyme du personnage. Et j'essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance phonique, est-ce qu'il n'y a pas une homophonie avec coupe O. Ouais, il s'appelle coupeau, mais on entend coupe et O. Deux mots différents. Vous faites la même chose, vous décortiquez le nom du personnage. Si vous trouvez de la signification dans le nom, vous le dites. Et ça va être confirmé par la description du caractère du personnage. Et là, je quitte le personnage. Séchard, est-ce que cela signifie que c'est quelqu'un qui a un rapport avec la boisson, avec l'alcool? La description du personnage va vous le confirmer parce que le narrateur va vous apprendre que c'est quelqu'un d'alcoolique.
Dans ce cas-là, vous me dites oui, madame. Donc le nom Séchard, il a une signification. Dans Séchard, il y a le vice de l'alcoolisme, une tare, un défaut dont est frappé le personnage dans le récit. Très bien. Hicham, qu'est-ce qui n'est pas clair? Wafa, très bien. C'est ce qu'on appelle l'onomastique. Ça relève de l'onomastique. C'est l'étude de la signification des noms des personnages. Très bien. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Hicham? Si vous pouvez écrire votre question, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Hicham, soit vous activez le micro, soit vous écrivez votre question, parce que je ne peux pas aborder le deuxième procédé de caractérisation, à savoir l'âge, tant que vous n'avez pas compris ce qu'on vient de voir. Oui, ça l'a écrit, il faut avoir un trait, bon oui, pour pouvoir distinguer, ben non, pas forcément, c'est même pas une question de oui. Des fois, la perception du nom écrit, c'est-à-dire la typographie, vous voyez un nom, par exemple, vous voyez écrit le prénom Angélique. C'est compliqué, avec un certain nombre de prénoms, et je vous ai demandé de me dire comment imaginez-vous le personnage qui porte ce nom. Alors moi, j'essaie d'imaginer une jeune fille qui porte le nom d'Angélique. Angélique. Je vois déjà le mot ange au début. Puis j'ai ic à la fin, donc angélique, pour former une sorte d'adjectif, le culon UE. Donc j'ai un adjectif qui caractérise un être qui a tout d'un ange. Donc j'imagine cette jeune fille, à quoi est-ce qu'elle va ressembler, celle qui porte le nom d'Angélique? Des fois, la vision, la perception matérielle du prénom écrit sur du papier. Vous voyez les composantes dans le nom. Alors, quand je vous dis de fermer les yeux et de répéter, c'est quand vous n'arrivez pas à voir. Mais normalement, quand on a, je sais pas, c'est même pas une question d'intelligence. Dans le nom qui est écrit, je vois Angélique, je vois ange au début. On me donne séchard, je trouve le verbe sécher. Et je vois le suffixe ar. Donc c'est clair, je décompose le mot, je sais qu'il est péjoratif. Déjà avec le suffixe, il est péjoratif, il est négatif le mot. Et puis séchard, sécher, qu'est-ce que ça a à voir avec le personnage? Vous lisez, on va vous dire qu'il a une soif inextinguible, c'est-à-dire il est tout le temps assoiffé de vin et d'alcool. Il a tout le temps envie d'en consommer. Ah, très bien, je comprends le nom. Il a une signification. Quelqu'un de séchard, qui s'appelle séchard, c'est quelqu'un d'alcoolique, c'est quelqu'un qui est porté sur la boisson. Donc c'est un défaut que le nom est en train de souligner et qu'il rend visible de façon caricaturale. Puis j'ai Hicham, vous n'avez pas noté votre question. Euh, Fatine a écrit angle, je ne sais pas pour dire quoi, l'angle. On avait déjà parlé d'Angélique, voilà en classe pour ce que j'ai vu la semaine dernière. Puis vous savez, un caractère sage, gentil, la peau blanche, les cheveux dorés, elle est douce, elle est naïve, candide, la peau blanche, etc. Très bien. Oussama et Abdullah, est-ce qu'on va avoir des informations sur l'auteur? Ben oui, généralement le jour de l'examen, on vous donne un extrait et en bas, vous avez le nom de l'auteur, le titre du texte dont on a tiré l'extrait que vous devez étudier, le roman. Donc j'ai le nom de l'auteur, j'ai le titre et j'ai l'année de publication. Moi, je donne toutes ces informations. Amel, le contexte renvoie à, et vous n'avez pas complété. Ah, l'ange, très bien Fatine. Exactement, dans Angélique, on voit le mot ange. C'est quoi ces share notes? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Très bien. Blanche-Neige.
La peau blanche et la douceur de la neige, très bien. Oui, le contexte facilite la déduction, absolument. Tout est relié dans le texte. Et tous les éléments vont se confirmer et se recouper, se rejoindre les uns les autres pour signifier la même chose. C'est bien noté, Amal, c'est bien noté. Donc je fais attention. Souvent là, je rejoins la personnalité. Ce que le personnage porte va confirmer son défaut de caractère. Le nom va confirmer le défaut de caractère. Le comportement, la gestuelle, l'éthique, les manies, la façon de parler, le décor dans lequel vit le personnage, tous les procédés de caractérisation, ils vont signifier la même chose. Est-ce qu'ils vont me créer et me caractériser un personnage négatif, péjoratif, ou bien ils vont me faire une description positive, améliorative du personnage? Rizlan, dans n'importe quel livre de grammaire, essayez de chercher dans les livres de grammaire. Normalement, ça, vous êtes censé le faire en S1, en première année. On a étudié les préfixes, on a étudié la signification des suffixes. On est censé vous donner une liste avec les préfixes et leur signification, la même chose que les suffixes. Je vais essayer de vous trouver des documents et je les partagerai avec vous. Même si ça devrait se faire dans un cours de grammaire ou de syntaxe. Je vais essayer de vous trouver tout cela. Il faut juste que je n'oublie pas. Et je vais les mettre sur la plateforme. Les préfixes et les suffixes. Très bien, ça reflète ta personnalité, donner un nom, un aspect adjectival, oui, pour mieux caractériser le personnage. Très bien, on avance. Donc maintenant qu'on a vu que le nom peut souligner soit la profession, soit un défaut, soit il peut résumer tout le caractère et la personnalité du personnage, et donc je dois être attentif à sa signification, vous devez être aussi attentif à l'âge du personnage. Je commence la lecture. À côté du nom, du prénom, du surnom et du titre, comme je viens de l'expliquer, le comte, le marquis, le duc, etc., nous possédons parfois aussi dans le texte que nous devons analyser d'autres renseignements sur l'âge du personnage. Et vous allez me dire, mais en quoi, madame, ça peut être important, l'âge du personnage? Je vais vous dire, c'est très important, l'âge du personnage. Le romancier tire profit de l'âge du héros pour nous le montrer et nous le présenter, soit comme étant un enfant, ou bien un adolescent, ou bien comme étant jeune. Et donc, dans ce cas-là, l'enfant, l'adolescent et le jeune, c'est un héros, c'est un personnage qui est inexpérimenté. Il manque d'expérience. Ce qui va expliquer son comportement, ce qui va expliquer certains ou certaines des erreurs qu'il va commettre peut-être, c'est ce qui va expliquer beaucoup de choses. C'est ce qui va m'aider à comprendre le comportement du personnage. Mais quand il vous présente un vieillard, vous savez que le vieillard, il est beaucoup plus expérimenté qu'un jeune et il est au fait des choses de la vie. C'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un d'averti, c'est quelqu'un qui a une expérience de la vie et des autres, de ses semblables, qui lui permettent de posséder une certaine forme de sagesse. Et donc, son comportement sera différent du comportement d'un personnage enfant, adolescent ou qui est jeune. Donc, je dois être attentif au comportement du personnage. Et son apparence physique va me le confirmer. Certains romanciers donnent des fois plus de vie et plus de consistance. C'est ce que j'appelle l'épaisseur. Le personnage, on leur donne de l'épaisseur rien qu'en leur fournissant un passé. C'est-à-dire, il va vous présenter un héros qui est enraciné dans un pays, le sien, mais avec une longue tradition, avec une famille, avec une enfance qu'il va vous raconter, avec toute la jeunesse du personnage. C'est-à-dire que plus l'auteur vous donne des informations sur le passé du personnage, plus le personnage devient épais, consistant. Il a plus de poids, il a plus de signification. Je mets des renseignements le personnage, il gagne en épaisseur. Il a plus d'épaisseur et de consistance qu'un personnage secondaire sur lequel l'auteur ne me fournit
que quelques renseignements. Donc, je m'attends des informations, le passé du personnage, la vie qu'il a vécue, les expériences, les événements, les actions et toutes les péripéties qu'il a, ou bien toutes les expériences qu'il a vécues, qu'il a endurées, plus le personnage devient consistant. Et l'âge du héros peut m'informer sur les types de relations qu'il va avoir avec d'autres personnages. Surtout, par exemple, quand le héros est un enfant. Ce sont les relations qu'il va tisser avec les adultes qui vont me permettre de comprendre cet enfant, le personnage. L'âge du personnage. Deux choses. Est-ce que le personnage est expérimenté ou bien est-ce qu'il est jeune et inexpérimenté? Vous allez comprendre son comportement. Vous allez comprendre sa témérité, la prise de risque. C'est quelqu'un qui ne calcule pas les conséquences de ce qu'il fait. Bien sûr, vous dites cela s'explique par l'âge. Il est jeune, il est ambitieux, il n'a pas peur, il est courageux. Par contre, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui est sage, qui a de l'expérience, ça sera toujours un vieillard dans le roman. Et l'âge du personnage peut expliquer les types de relations qu'il va entretenir avec les autres. Des relations d'amour, des relations d'amitié, relations de protection. L'enfant, personnage enfant, est souvent protégé par les personnages adultes. Ou bien, est-ce qu'il est au contraire non pas protégé, mais au contraire, il entre dans des relations d'animosité et des relations conflictuelles avec les autres personnages. Ou des fois, nous allons étudier des textes où l'âge du personnage est mentionné par le narrateur. Il va vous dire directement, le personnage est âgé de 67 ans. Elle avait 18 ans. Elle fêtait cette année ses 12 ans. Des fois, le narrateur n'indique pas l'âge du personnage de façon claire, de façon explicite. Mais il le fait de façon implicite, cachée. À travers la description, c'est à vous. À travers la description physique, s'il vous dit que le personnage porte des rides sur le front, sur le visage, qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'il est jeune ou qu'il s'agit d'un vieillard? Bien sûr, vous allez comprendre que c'est un personnage âgé, qui est vieux, ou bien c'est une femme vieille dans le texte. Donc, des fois, l'âge, il est mentionné de façon claire, des fois, il est sous-entendu. Et quand il est sous-entendu, vous devez construire le sens et vous devez me dire, dans le texte, le narrateur présente un personnage âgé et cela est suggéré par la description physique qui est faite du personnage, notamment à travers la mention des rides, des rhumatismes, la difficulté de marcher, la maladie, etc. Donc, il y a des indices implicites cachés dans le texte qui vous permettent de deviner. Et vous devez faire preuve d'intelligence, assez d'intelligence pour deviner l'âge du personnage quand il n'est pas indiqué de façon claire et explicite. Est-ce que c'est clair, ce deuxième procédé de caractérisation? Est-ce qu'il est assez clair pour vous, l'âge du personnage? Si vous avez des questions, vous les posez. Très bien. Le narrateur, oui, des fois ça peut être un personnage. C'est comme la dernière fois, le narrateur, quand vous avez un narrateur qui, par exemple, s'adresse à un autre. Déjà, quand vous avez deux personnages dans un texte, l'un est en train de parler et l'autre personnage écoute, comme si on était dans une position conteur et l'auditoire d'un conteur, celui qui écoute, c'est déjà un narrateur.
C'est-à-dire que le récit de la narration lui est adressé. Ce qu'on raconte dans le récit est adressé à un personnage qui est en train d'écouter un autre personnage émetteur de la parole et du récit. On mentionne, par exemple, par exemple, dans les liaisons dangereuses de Laclos, c'est un roman épistolaire, c'est un échange de lettres. Chère Mathilde, chère marquise de, et puis on répond chère marquis. Eh bien, on sait à qui s'adresse. C'est un personnage qui existe à l'intérieur du récit et de la narration, et c'est à lui que s'adressent les lettres rédigées par la marquise de Merteuil ou par un autre personnage. Oui, le narrateur, mais des fois le narrateur, il est juste un lecteur, une sorte de lecteur virtuel, imaginé et souhaité par celui qui a écrit le récit, qu'il imagine comme étant un lecteur idéal, susceptible de lire son texte. Mais des fois, oui, le narrateur est un personnage qui fait partie du récit et qui est mentionné soit directement ou indirectement. Voilà. Mais souvent, moi, les personnages que je vous donne à étudier, c'est des personnages plus ou moins figures centrales, c'est des héros de romans. Et on donne un portrait physique et moral, et je vous demande de décortiquer la description qui est faite du personnage en relevant les procédés de caractérisation qui sont utilisés dans le texte. C'est-à-dire, vous devez me retrouver le nom et me donner sa signification. Vous devez me trouver l'âge du personnage, est-ce qu'il est explicite ou implicite, et me dire qu'est-ce qu'il apporte à la compréhension du personnage. Vous devez me trouver son apparence physique et me dire comment il est décrit physiquement, positif ou négatif, comment il est décrit sur le plan vestimentaire, portrait positif ou négatif, et à travers le physique, le vestimentaire, l'éthique, la façon de parler, s'il parle dans l'extrait, il a dit un dialogue, vous devez me dire, est-ce que le portrait moral, à partir de la description physique et vestimentaire, est-ce que le portrait moral, on peut aussi le décrire moralement, on vous donne des adjectifs, il est gentil, il était naïf, il croyait tout ce qu'on lui racontait. Vous devez me dire le portrait physique, vestimentaire, moral, sont-ils positifs ou négatifs? Donc, vous devez relever les procédés de caractérisation dans un texte qui fait le portrait détaillé d'un personnage central dans un roman, soit réaliste, soit naturaliste du 19e siècle. Voilà à quoi généralement ressemblent les épreuves du module catégorie du récit pour les groupes qui sont sous ma responsabilité. Voilà. Alors, j'ai des remarques, je vais les lire. Oui, dans un dialogue, plus d'informations vous aident à bien connaître le personnage que vous êtes en train d'étudier absolument. Plus d'informations vous aident des informations ENT. Asma a écrit comme dans les dialogues, oui. Dans le 4e chapitre de Le Rouge et le Noir, l'auteur avait donné une large description de Julien Sorel, physique et psychique. Voilà, c'est ça. Généralement, je prends un extrait comme celui-là et je vous demande d'étudier le portrait du personnage en relevant les procédés de caractérisation que nous avons étudiés en classe. Titre qui est écrit comme la fille mariée dans les romans du dernier jour d'un condamné, absolument. Dans tous les romans, vous avez des personnages et dans tous les romans, vous avez des descriptions détaillées de ces personnages. Et pour amener le personnage dans le récit, bien sûr, l'auteur du roman que vous êtes en train de lire a utilisé les procédés de caractérisation que je suis en train d'étudier avec vous aujourd'hui. Donc, vous faites un travail de critique. Maintenant, vous savez ce que fait un auteur pour créer un personnage. Il lui donne des caractéristiques. Vous allez les connaître. Vous allez savoir comment ça fonctionne. Après, vous n'allez plus lire le roman pour découvrir juste à quoi ressemble un personnage. Vous devez me dire comment on a construit le personnage de façon péjorative ou négative à travers l'utilisation d'un certain nombre de procédés de caractérisation que vous êtes capable de reconnaître, de relever et de commenter le jour de l'examen, comme si vous étiez maintenant un technicien qui vient décortiquer le texte. Vous n'êtes pas juste le lecteur qui découvre l'histoire, vous êtes celui qui va démonter, comme si vous aviez une machine ou un moteur, et je vous demande de me sortir toutes les pièces dont le moteur est constitué, et puis vous le remontez.
D'avoir le travail. Parce que des fois, les étudiants tombent dans un piège. Au lieu de me faire un commentaire qui me dit comment Balzac a caractérisé son personnage, ils ne font que paraphraser le texte. Comme s'ils étaient juste en train de m'expliquer un texte que moi je n'ai pas compris. L'auteur décrit, me dit à propos du personnage qu'il ressemble à ceci à cela. Non, ce n'est pas ce que vous êtes censé faire le jour de l'examen. Vous êtes en train de commenter comment l'auteur a procédé pour caractériser son personnage de façon péjorative ou améliorative. Il a utilisé tel procédé de caractérisation. Il a utilisé des adjectifs qualificatifs péjoratifs. Il a utilisé des adjectifs de couleur péjoratifs parce qu'il renvoie à des couleurs froides. Il a utilisé des métaphores qui associe le personnage à un animal. Il a utilisé des comparaisons. Il a utilisé une métonymie qui rapproche le personnage d'un monstre. Voilà, ça, c'est ça ce que vous êtes censé faire le jour de l'examen. Vous avez compris comment le personnage, comment l'auteur a créé son personnage, il l'a caractérisé. Vous devez me dire comment et non pas me dire quoi. C'est-à-dire redire ce qui est déjà bien dit par l'auteur. Là, faut pas me raconter l'histoire. J'ai compris le texte, moi, je vous l'ai proposé. Ce que moi, je veux évaluer pour vous attribuer une note le jour de l'examen. Est-ce que vous avez compris comment on construit un personnage et comment on le caractérise pour donner un effet ou pour créer chez le lecteur un effet, soit de sympathie et donc le portrait est positif, ou bien comment l'auteur a construit le personnage pour créer un effet de rejet, de dégoût chez le lecteur à travers des procédés de caractérisation qui créent tous un portrait péjoratif du personnage. Je ne sais pas si vous avez saisi cela. Je vais revenir là-dessus en présentiel, en classe. Je vais vous expliquer la différence entre redire ce que vous n'êtes pas censé faire le jour de l'examen. Vous n'êtes pas censé me raconter ce qui est dit dans le texte. Vous êtes censé commenter le travail qui est fait par l'auteur pour caractériser son personnage. Wafa qui pose la question, si on a une évolution d'âge au fil du roman, cela renvoie à quoi? Eh bien oui, bien sûr, le personnage, il change de... Des fois, vous avez affaire au début du roman à un enfant, quand on regarde les romans fleuves, ce qu'on appelle les romans fleuves, c'est des romans qui s'étendent sur... qui racontent toute la vie, ça peut aller jusqu'à 2000... c'est plusieurs pages qui vous racontent toute la vie du personnage, depuis le berceau jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire sans négliger aucun détail. Vous avez les moindres détails. Eh bien, dans cette évolution du personnage, c'est tout à fait normal. Généralement, vous avez un extrait à étudier le jour de l'examen. C'est-à-dire que vous devez saisir l'âge du personnage s'il est mentionné dans l'extrait en question. Mais généralement, pour comprendre un personnage, on doit l'étudier dans l'ensemble et l'intégralité du texte, c'est-à-dire du début à la fin, pour justement saisir cette évolution. Si le personnage au début du roman était un enfant naïf, et on le rencontre à la fin du roman dans une cellule de prison ayant commis un crime, eh bien, à la fin du roman s'explique par le début. C'est à cause de cette naïveté héritée de l'enfance que cet enfant a fini par, je ne sais pas, se faire berner et duper par un certain nombre de personnages, ce qui va le pousser à l'extrême, je ne sais pas, à tomber dans un piège et finir en prison ou bien par commettre un crime pour se venger de ceux qui le profitent de sa naïveté. Donc, le personnage, normalement, il doit être étudié sur l'intégralité, dans l'intégralité du roman, pour saisir justement cette évolution, cette progression du personnage, parce qu'un personnage n'est pas le même. Un personnage évolue entre le début et la fin du roman. Le personnage évolue considérablement. Pourquoi il évolue? Pourquoi il change? Pourquoi est-ce qu'il se métamorphose? Parce qu'il fait des rencontres qui vont le transformer. Il rencontre des personnages qui vont avoir une influence sur lui. Et aussi, il va vivre des événements qui vont le transformer. Il sort des différentes péripéties complètement transformé. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est analyser un extrait de façon ponctuelle et précise, mais il faut le savoir. Pour comprendre un personnage, vous devez le découvrir dans l'intégralité du texte, c'est-à-dire du début à la fin du roman, pour saisir cette évolution. Voilà.
Oui, c'est une sorte de reconstitution. C'est même pas une reconstitution du personnage. Vous êtes en train de commenter le travail qui a été fait par Balzac ou par Zola ou par Maupassant ou par Stendhal. En fait, vous voulez, moi j'ai compris l'auteur ce qu'il voulait. Il voulait créer un personnage qui incarne, par exemple, la bourgeoisie. Et je sais que l'auteur a une vision critique vis-à-vis de cette classe sociale, connue pour son égoïsme, son amour pour l'argent, pour les affaires. Donc, comment a procédé Stendhal? Il a choisi de créer un personnage. Et donc, il lui a donné tous les attributs de la bourgeoisie. Et plus, en plus de cela, il a ajouté l'âge, il a ajouté un prénom ironique, un nom qui renvoie à l'amour de l'argent chez ce personnage, c'est-à-dire un défaut de caractère. C'est-à-dire que vous vous mettez du côté de l'auteur. Vous avez compris l'intention de l'auteur. Maintenant, vous devez me dire comment il a construit son personnage pour créer chez moi un effet positif ou négatif, pour me faire aimer le personnage ou pour me faire détester et rejeter son personnage. Donc, ce que vous allez commenter, ce n'est pas le personnage, c'est le travail de celui qui a créé le personnage, le côté technique, comment on l'a créé, quels sont les outils qu'on a utilisés, les adjectifs, les modalisateurs, les métaphores, les figures de style, le choix des verbes, la longueur des phrases, le rythme du texte, les attributs du personnage, tout cela, vous devez le relever. Le technique, vous devez décortiquer le texte. Vous démontez le texte et vous me relevez les moyens, les outils, les procédés utilisés par l'auteur pour me décrire le personnage. Et voilà, madame, comment est-ce qu'il a construit son personnage. C'est pour me faire détester ce personnage. Pourquoi me faire rejeter ce personnage et le détester? Parce qu'il incarne une valeur condamnable ou bien parce qu'il représente une classe sociale qui se caractérise par des défauts. Voilà. Vous commentez le comment. Et non pas vous me racontez ce qui est déjà dit dans le texte. Il faut éviter de tomber dans ce piège. Oussama, on travaille sur un personnage. Il n'y a pas d'élément perturbateur, il n'y a pas de dénouement. Moi, je ne veux pas vous donner un roman à analyser le jour de l'examen, je vous donne un portrait. Vous allez vous exercer sur les exercices que je vous ai envoyés. Peut-être comme des petits extraits qui décrivent des personnages. Essayez d'étudier ces textes et vous allez voir, il n'y a pas de dénouement, il n'y a même pas d'événement. C'est une description. Donc la narration n'existe plus. La narration, elle est presque suspendue. Il ne se passe plus rien. J'ai juste une description. C'est comme si j'avais la caméra braquée sur un personnage. Alors cette description, qu'est-ce qu'elle me dit sur le personnage? Sur son physique, sur son âge, sur son nom, son patronyme, sur son aspect vestimentaire et donc sur son portrait moral. Et je dois dégager une conclusion. Cette description est un portrait négatif d'un personnage qui incarne une classe sociale que l'auteur a envie de critiquer. Bam, c'est fait. Donc, la narration, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas de... On ne va pas étudier un roman. Nous allons travailler sur des textes, sur des extraits descriptifs de personnages romanesques. C'est-à-dire, on va travailler que sur des portraits. Voilà, on avance pour aller vers les autres procédés de caractérisation. On avance. Donc, on a vu l'âge, le personnage, est-ce qu'il est expérimenté ou non? Est-ce qu'il est naïf? Et puis, quel type de relation il a avec les autres personnages? Maintenant, on en vient à l'apparence physique. À quoi ressemble le personnage physiquement? Comment le narrateur me décrit le personnage physiquement dans cet extrait? Qu'est-ce qu'il me dit à propos de son apparence physique, de son corps? Eh bien, le personnage présente un certain nombre de traits physiques. Il a un corps, comme vous et moi. Le héros peut être vu, ce que vous devez savoir, dans la question du point de vue. Par exemple, vous avez Emma Bovary qui peut être dans une partie du roman, elle est vue par un autre personnage. Ça peut être Rodolphe, ça peut être Charles Bovary. C'est lui qui la voit et qui la décrit. Dans d'autres extraits, on peut avoir toujours Emma, mais elle est décrite par le narrateur omniscient, la focalisation zéro. Le narrateur traditionnel à la troisième personne. Donc vous sentez que quelqu'un voit et décrit, mais vous n'arrivez pas à lui donner un nom. Il n'existe pas dans l'histoire, il ne participe pas à l'histoire, à l'intrigue.
Donc, le personnage, il est soit vu par un autre personnage qui le décrit, soit il est observé et décrit à travers le regard du narrateur omniscient, dans le cas de la focalisation zéro, ou bien le personnage, il se décrit lui-même. Quelqu'un qui écrit une lettre, il se décrit. Quelqu'un qui se regarde dans un miroir et il se décrit. Donc, on a des trois possibilités. Vous pouvez avoir un texte dans lequel le personnage est vu à travers le regard d'un autre personnage. Sinon, il est observé par un narrateur omniscient. Et c'est ce qui arrive souvent, parce que je donne des textes soit réalistes, soit naturalistes, avec une focalisation zéro. Donc, vous avez souvent un personnage observé par un narrateur omniscient traditionnel à la troisième personne qui ne prend pas part à l'histoire, qui ne participe pas à l'histoire qui est racontée ou la diégèse. Pourquoi je dois m'intéresser ou vous devez vous intéresser dans l'extrait, dans le portrait, à l'apparence physique du personnage? Parce qu'elle vous permet de comprendre le personnage. L'apparence physique nous permet de nous faire une idée du personnage. D'abord, vous allez pouvoir le voir à travers votre imagination. Vous allez l'imaginer, vous allez pouvoir le visualiser à travers tous les détails. Est-ce qu'il est grand ou petit de taille? Est-ce qu'il a le teint clair ou bien est-ce qu'il a le teint foncé? Il est bronzé. Est-ce qu'il a des cheveux longs, des cheveux courts ou bien il est chauve, il n'a pas de cheveux? Donc, à travers le cumul d'un certain nombre de caractéristiques physiques, vous êtes censé pouvoir imaginer et voir le personnage. Et l'apparence physique, elle me permet de me faire aussi une idée sur son caractère, sur sa personnalité, sur son profil psychologique. Dans le cas de la description réaliste, souvent l'apparence physique indique le caractère, le profil psychologique du personnage. Souvent un personnage qui est laid, il est moche au niveau de l'apparence physique, une laideur extérieure, qu'est-ce qu'elle reflète? Une laideur intérieure, la méchanceté, l'avarice, l'égoïsme, l'opportunisme, tout ce que vous voulez. Il y a une coïncidence entre l'apparence physique et le profil psychologique. On est bon à l'intérieur, on est beau à l'extérieur. On est méchant à l'intérieur, on est laid et moche à l'extérieur. Donc, vous devez faire attention à l'apparence physique parce qu'elle vous permet de deviner si le personnage est riche ou pauvre. Un personnage riche, il sera gros. Un personnage riche, il aura le teint soigné, il aura les mains douces, il aura la peau très douce, il est protégé du soleil, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui mange à sa faim, qui mange même trop. Donc, il sera beaucoup plus rond, beaucoup plus je dirais, corpulent physiquement qu'un personnage pauvre. Celui qui est pauvre, il sera mince, il aura certainement le teint foncé parce qu'il passe de longues heures à travailler sous le soleil, il sera mince parce qu'il ne mange pas toujours à sa faim, il aura le teint blême, blafard et le pâle, il aura le teint jaune parce que c'est quelqu'un qui ne mange pas de façon équilibrée à cause de la malnutrition. Il aura le teint d'un cadavre, il sera certainement frappé de maladies physiquement. Donc, l'apparence physique me permet de deviner si le personnage est riche ou bien pauvre. Elle me permet de deviner si le personnage est soigné, il prend soin de son apparence, de ses cheveux, de sa peau, ou bien c'est quelqu'un de négligé. Il est sale, il porte des traces de saleté, mal habillé, les odeurs physiquement, c'est pas très très propre. Et l'apparence physique me permet de deviner s'il est sûr de lui. Alors, de la Charles Bovary au début du roman, il manquait d'assurance, il manquait de confiance en lui-même, donc il ne savait pas comment se comporter. Il ne savait pas s'il devait poser les coudes sur le pupitre, s'il devait écarter les jambes. Donc, quand on est sûr de soi, l'expression physique, votre gestuelle, me montre si vous êtes sûr de vous-même ou bien si vous êtes timide. On devient rouge physiquement. Et on cafouille quand on parle, quand on est timide. On devient tout rouge. On baisse les yeux. Ça aussi, c'est physique. Et puis, physiquement, vous êtes maladroit, vous faites tomber des choses avec les bras, avec les jambes.
C'est parce que vous êtes timide. Quelqu'un qui est sûr de lui, ça se voit à sa façon de marcher, à sa façon de s'asseoir, à sa façon de parler. Donc, l'apparence physique, elle peut me renseigner sur pas mal d'éléments. La richesse, la pauvreté, quelqu'un, est-ce qu'il a une apparence soignée ou négligée? La personnalité de la personne, est-ce que la personne est sûre d'elle-même ou bien elle est timide? Et puis aussi, l'apparence physique me permet de deviner est-ce que la personne est belle ou bien est-ce qu'elle est laide, elle est moche, monstrueuse à voir. Donc, le physique, comme si le physique était le reflet du psychologique. La description réaliste, souvent, l'intérieur du personnage reflète, ou bien, pardon, l'apparence extérieure du personnage reflète sa psychologie, elle reflète son intériorité ou son intérieur, c'est-à-dire son profil psychologique. Très bien, on peut lire le personnage à travers la gestuelle corporelle, à travers la couleur de la peau, à travers le poids, à travers l'aisance, la façon de parler, de s'asseoir, de prendre les objets, la gestuelle, l'assurance, la laideur, la beauté. Donc, vous devez être attentif à l'apparence physique du personnage. Exactement, Wafa. Bravo. C'est tout à fait cela, le mot inventé par, justement, Balzac, et on trouve dans le roman réaliste naturaliste ce lien étroit entre le physique et le psychologique. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Vous avez certainement étudié tout cela en S1. C'est tout à fait cela. Le physique et le psychologique sont inséparables et indissociables. L'un est un miroir qui reflète l'autre. L'apparence physique est le miroir qui reflète le profil psychologique du personnage ou le côté moral du personnage. Le portrait physique avec le portrait vestimentaire, ils sont le miroir qui reflète le portrait moral et psychologique du personnage. Très bien. On avance, on va aller vers le procédé de caractérisation suivant, le quatrième, l'éthique et les manies. Oui, il y a Leïla qui pose une question. Est-ce que vous allez nous donner des romans à traiter avant le jour de l'examen? Voilà, Radim Daou, les exercices cette semaine, à partir de demain. Aujourd'hui, j'ai envoyé un fichier PDF intitulé Exercice, personnages romanesques. J'ai rassemblé un certain nombre d'extraits tirés de plusieurs romans qui relèvent de périodes fort différentes. Tout ce que je vous demande, je vous ai envoyé la consigne aussi sur la plateforme. Je vous ai demandé de lire les extraits, d'aller sur Internet et de chercher des informations sur les auteurs. Qui est Balzac? Qui est Madame de Lafayette? Qui est Gérard Bessette? Qui est Marcel Proust? Donc, l'auteur, et aussi vous vous renseignez sur le roman. Alors, peut-être comme le titre du roman, allez chercher quelques petites informations. C'est un roman qui est sorti en quelle année et quelle est l'histoire qu'il raconte. Quand vous aurez une idée sur l'auteur et sur l'histoire du roman, vous allez lire les extraits, 1, 2, 3 fois s'il le faut, et vous allez utiliser un dictionnaire. Pourquoi un dictionnaire? Parce que pour comprendre le portrait du personnage dans l'extrait que je vous propose, vous devez comprendre tous les mots, sinon vous n'allez pas comprendre le portrait du personnage et vous n'allez pas pouvoir dire si le portrait est péjoratif ou amélioratif. Donc, j'utilise un dictionnaire, un carnet, je définis tous les mots difficiles, puis je relis le texte et j'essaie de souligner avec des marqueurs de couleurs différentes les procédés de caractérisation. Est-ce que j'ai le patronyme du personnage? Je relis le texte, je cherche le nom, le prénom, le surnom. Caïn, ma Caïn. Chez la Caïn, je le relève et j'essaie de trouver la signification. La même chose pour l'âge. Est-ce qu'il est mentionné directement ou indirectement? Vous soulignez dans le texte qu'est-ce qui renvoie à l'âge du personnage. Et qu'est-ce que vous avez deviné par rapport au reste du portrait? À partir de l'âge. L'apparence physique, vous allez relever tous les adjectifs qui décrivent le corps du personnage. Et vous allez sortir avec une conclusion. La description du corps du personnage, est-ce qu'elle me fait peur? Est-ce qu'elle me dégoûte? Ou bien au contraire, le personnage est d'une beauté éblouissante. Et vous devez relever les champs lexicaux, les mots, les adjectifs. Il y a le portrait physique et les positifs. Donnez-moi les adjectifs. Donnez-moi les champs lexicaux qui rendent le portrait positif ou négatif. Puis, vous passez aux tics et aux manies.
Puis vous passez au port vestimentaire, ce que porte le personnage. Vous relevez tous les mots, le champ lexical du costume. عندي pantalon, عندي jupe, عندي chaussettes, عندي les bas, عندي le chapeau, عندي le manteau. Vous relevez tous ces mots, vous relevez des champs lexicaux. Après, vous me dites, à travers le costume, à travers la description vestimentaire du personnage, est-ce que le personnage est bien habillé? Est-ce qu'il a du goût? Est-ce qu'il est séduisant? Ou bien au contraire, ce qu'il porte, c'est digne d'un clown. Ou bien il y a un manque de goût. Ou bien ce sont de vieux vêtements qui renvoient à la saleté, à la misère. Et donc, vous sortez avec des conclusions. Le personnage est pauvre. C'est pour cela qu'il porte des vêtements sales et déchirés. Ou bien le personnage est riche parce qu'il porte des vêtements assortis avec des matériaux très, très chers. Parce qu'on ne porte pas tous les mêmes tissus. Il y a des tissus qui peuvent coûter, je ne sais pas, 5 francs et des tissus qui peuvent coûter, je ne sais pas, 50 ou 60 francs. Donc, chacun, selon la classe sociale, on ne porte pas tous les mêmes tissus et on ne s'habille pas tous de la même façon. Il y a la dimension référentielle, la classe sociale, le niveau de vie, la richesse, la pauvreté. Et vous sortez toujours avec des conclusions à propos du personnage et de l'image que vous allez vous faire du personnage. Est-ce qu'elle est négative en fin de compte ou bien est-ce qu'elle est positive? On peut utiliser le dictionnaire. Non, 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 non. Le jour de l'examen, pas de dictionnaire, pas de téléphone portable. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le dictionnaire parce que quand je propose un extrait et quand il y a 2 ou 3 ou 4 mots que je juge difficiles, je donne les définitions en bas de la page. C'est-à-dire, vous avez des petites notes à côté du mot. Vous avez petit 1, vous regardez en bas de page, en bas de la page, vous allez trouver des notes, ce qu'on appelle les notes de bas de page. Petit 1, la définition de ce mot. 2, la définition du mot numéro 2. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir ni le téléphone ni le dictionnaire le jour de l'examen parce que moi, je donne les définitions dans les notes de bas de page. Très bien. Donc, maintenant, les tics et les manies. Est-ce que vous savez ce que c'est que les tics et les manies? On va expliquer tout cela. Amal est en train d'écrire. C'est ça ce qui énerve avec le distanciel, c'est que vous n'avez pas les réponses au fur et à mesure et comme ça sur le tas, spontanément. Très bien. Les tics, ce sont les gestes incontrôlables et inconscients. C'est-à-dire, des fois, vous faites des gestes, mais sans vraiment réfléchir à ces gestes. Vous ne les avez pas fait après réflexion, mais de façon inconsciente. Et ce sont des habitudes qui se répètent. Ce sont des comportements habituels, inconscients, spontanés, incontrôlables qui vous échappent. Alors, pourquoi des fois les personnages, les narrateurs ou l'auteur choisit de leur donner ces habitudes inconscientes? Pourquoi on leur donne des tics et des manies? On va comprendre ensemble. Amal, oui, des vices avec C. Avoir un vice, un défaut, c'est CES égale. Voilà. En fait, en plus de son apparence physique, un personnage dans un roman peut présenter des fois d'autres petites particularités. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des infirmités. C'est comme une sorte de handicap physique. Un personnage qui porte une bosse, comme le bossu chez Victor Hugo. Alors, les infirmités, c'est-à-dire des défauts physiques, des difformités physiques, des infirmités, des blessures, des cicatrices ou des handicaps physiques. Ils peuvent avoir aussi des tics et des manies. Qu'est-ce que j'entends par les tics et les manies? Ce sont des habitudes inconscientes ou bien des manies qui se répètent soit dans le langage ou dans les gestes. Des fois, vous répétez un mot. Des fois, on le dit, on peut présenter un exposé et on a le tic de répéter donc. Vous prononcez un mot et vous dites donc. 2 mots et vous prononcez donc. On vous dit, vous n'avez pas fait attention, c'était inconscient tout à l'heure parce que vous aviez le trac, mais vous aviez un tic. Vous répétiez le mot donc, ce qui n'est pas normal. Donc, les tics et les manies, ce sont des manies de langage ou bien des gestes qui se répètent chez un personnage de façon non contrôlée et de façon inconsciente. Alors, ces particularités peuvent avoir plusieurs fonctions. Pourquoi on donne aux personnages des tics et des manies? D'abord parce que ces tics et ces manies,
Il leur donne une consistance. Il leur donne cette épaisseur dont je vous ai parlé tout à l'heure au personnage. Parce que le personnage, quand il a un tic, il devient humain comme vous et moi. Il n'est pas parfait. Il a des tics. Il a des manies, il a des habitudes. Il a des petites faiblesses qui lui échappent. Donc le personnage, en répétant un geste ou un mot, il prend vie. Ce n'est plus un être de papier. Pour vous, vous le voyez. Vous le voyez répéter le même mot. Vous le voyez répéter le même geste. Donc le personnage, comme s'il devenait vivant dans le récit. Il prend vie, il s'anime. Comme si vous aviez un personnage de dessin animé qui était dessiné sur la feuille. Et à un certain moment, il s'anime, il devient vivant. Il bouge, il fait des gestes. Et donc, à travers la répétition des gestes et des mots, les tics vont permettre au personnage de prendre vie, de s'animer, de devenir vivant. Et il devient donc, comme vous et moi, plus humain, plus vraisemblable, plus crédible, plus réaliste et plus proche de vous et moi parce qu'il nous rappelle nos tics et nos manies. Donc, dans le tics et les manies, ça rend un personnage plus humain, plus animé, plus vraisemblable et plus réaliste. Il devient un humain comme vous et moi et on le voit bouger, on le voit répéter le même mot, le même geste. Des fois, les tics et les manies, ce n'est pas que pour donner de la consistance au personnage, c'est pour souligner un défaut. C'est pour souligner un ridicule. Donc, quand un personnage a un ridicule, une infirmité, une habitude, une manie ou une infirmité physique quelconque, c'est la plupart du temps symbolique et métaphorique d'une particularité morale ou d'une caractéristique psychologique que le lecteur a envie que vous dégagiez. Par exemple, un personnage, je ne sais pas, un personnage qui est très timide et qui est très gentil, il va avoir il va avoir une manie. Par exemple, il va répéter le mot merci, merci, merci. Chaque fois que vous lui dites quelque chose, même s'il ne doit pas répondre par merci, le personnage va répéter le mot merci par politesse. Donc, quand le personnage répète plusieurs fois, il est frappé de cette manie. Pourquoi? C'est parce que l'auteur a envie de souligner sa politesse excessive ou bien pour souligner sa timidité. Donc, les tics et les manies, ça sert à rendre le personnage humain, mais ils sont souvent utilisés pour souligner une particularité morale et psychologique ou un défaut psychologique et moral chez le personnage. Oui, manie, ça vient de maniaque aussi, c'est l'adjectif qui vient d'une manie, tout à fait. Quelqu'un est maniaque, les gens qui se lavent les mains, je ne sais pas, 36 000 fois par jour, on dit qu'ils sont maniaques ou bien qu'ils sont tout en train de désinfecter, oui, ils ont la manie, ils répètent le lavage des mains. Absolument, Amel. Le personnage peut livrer sa personnalité à travers des éléments indirects. Voilà, Wafa, vous avez tout compris. Bravo. Vous voyez comment est-ce que le personnage, c'est un amas, c'est un cumul de plusieurs éléments qui existent en dehors de lui, mais qui peuvent me renseigner sur lui. Et moi, je dois reconstituer le portrait comme un puzzle en allant chercher toutes les indications et tous les indices qui me sont donnés par le narrateur sur son physique, sur son psychique, sur ses tics, ses habitudes, ses comportements, son discours, sa façon de parler, sa façon d'agir, les actions qu'il accomplit, tout ce que le personnage fait, tout ce qu'il porte, comment il est, tout cela, ce sont des pièces d'un puzzle qui me permet de reconstituer le portrait du personnage et mieux saisir la personnalité du personnage dans sa globalité, mais aussi dans sa diversité, dans sa richesse. Très bien. Il y a Titris qui pose une question. Un personnage arabe ou juif ou anglais dans un roman français, quand on décrit la façon dont il parle, un français déformé, est-ce que cela un tic ou ça relève de ce n'est pas un tic ou une manie, c'est une façon de parler. La façon de parler du personnage, c'est un procédé de caractérisation indépendant. Les tics et les manies, c'est juste un mot ou une expression
que vous répétez ou bien un geste que vous répétez de façon presque automatique comme si vous étiez une machine. D'abord, la façon de parler, sur quoi est-ce qu'elle me renseigne? Le langage et le savoir dire du personnage. Quand le personnage prend la parole dans un dialogue, dans un roman, vous devez être attentif à sa façon de parler, parce que ça aussi, ça peut me renseigner sur beaucoup de choses. Votre façon de parler me permet de savoir de quelle classe sociale vous êtes, des fois de quelle région vous êtes, de quelle ethnie on est, de quel niveau d'instruction, quel est mon niveau d'instruction, ma façon de parler, est-ce que j'habite la banlieue ou j'habite le centre de Paris. Ma façon de parler peut donner beaucoup d'informations, mes obsessions, les choses dont j'ai peur, les choses qui m'obsèdent, elles peuvent être révélées à travers ma façon de parler. Donc, quand le personnage parle, si vous avez un extrait qui décrit le personnage et où il prend la parole, faites attention à ce qu'il dit et à comment il le dit. Ce qu'il dit, c'est sa pensée. Quand je dis sa pensée, c'est le personnage. Chacun de nous a une pensée, il a des croyances, il a des convictions, il a une façon à lui de voir les choses et le monde. Mais la façon de le dire, le comment, ça aussi, ça peut m'apporter des informations sur tout ce que je viens d'évoquer, l'origine, le niveau d'instruction, etc. Alors, on a comme la diapositive, le langage ou ce que Philippe Hamon appelle le savoir-dire. Il y a un savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-dire. Le langage du personnage est un moyen, un procédé privilégié de caractérisation. Ça permet de le distinguer, de le caractériser, de mieux l'identifier. Est-ce que le personnage parle en employant un style soutenu? Si vous avez une aristocrate ou un aristocrate qui parle, ils vont utiliser un style de français soutenu. Ou bien c'est une ouvrière ou un ouvrier de la classe populaire qui parle un style populaire. Est-ce que le personnage est bavard? Il y a tendance au verbiage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, au lieu de vous dire les choses en 2 mots, il va vous les dire en 50 000 mots. C'est ça, avoir la tendance au verbiage. Ça parle, ça parle, ça parle. C'est quelqu'un de bavard. Quelqu'un qui est bavard, c'est quelqu'un de généreux, mais c'est aussi quelqu'un qui est oisif, qui a beaucoup de temps à perdre. Donc, il le passe dans le verbiage. Ou bien, est-ce que vous avez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup? Si le personnage n'est pas enclin au verbiage, s'il ne parle pas beaucoup, s'il est taciturne, s'il est souvent silencieux, s'il répond avec économie en utilisant un mot ou deux, ça me révèle sa personnalité. C'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de timide, ou bien c'est quelqu'un qui cache un secret. Donc vous devez faire attention au style, à la façon de dire les choses. Le style soutenu, c'est une classe sociale, c'est un niveau d'instruction. Un professeur, un enseignant, un chercheur, il va utiliser un style soutenu. Le style populaire, des amis, des adolescents entre eux, c'est la classe populaire, les ouvriers, les techniciens. Tendance au verbiage, c'est l'oisiveté. La discrétion, c'est la timidité. Est-ce que la personne aime la recherche et la préciosité? C'est-à-dire, on va chercher les mots les plus précieux et les plus rares de la langue française. Là, on a affaire à quelqu'un qui soit a envie de vous impressionner, c'est pour cela qu'il utilise des mots recherchés, ou bien c'est une personne qui joue les précieuses, ça me fait penser à Molière, les précieuses ridicules. La préciosité, c'est le niveau d'instruction, c'est l'aristocratie, mais c'est surtout quelqu'un, quand on parle un langage précieux, la préciosité, c'est un signe de distinction. Symboliquement, on cherche à se distinguer du reste de son entourage, et donc c'est un signe de, ou bien c'est quelqu'un qui cherche uniquement à vous montrer de quoi il est capable, son aptitude à utiliser des mots rares, sa connaissance et sa maîtrise de la langue. Donc à la Kulawa, me révèle la psychologie du personnage. Ensuite, par le niveau de langue, qui est le sien, c'est-à-dire celui du personnage, et par le registre de langue que le personnage emploie, se révèlent à nous d'autres caractéristiques du personnage. Alors, tout est important. Tout importe alors. Ce que le personnage dit
et la façon que le personnage a de s'exprimer. Mais vous devez aussi faire attention à ce que le personnage ne dit pas, ce qu'il cache, et que vous allez apprendre de la bouche d'un autre personnage dans un autre contexte, beaucoup plus loin dans le récit. Vous devez savoir pourquoi le personnage n'a pas révélé ce secret sur lui-même. Est-ce qu'il en a honte parce que c'est un ancien prisonnier qui a déjà tué quelqu'un, ou bien il le cache parce qu'il prépare un crime pour la fin du roman. Donc je dois faire attention à ce que dit le personnage parce qu'il révèle sa pensée, sa philosophie. Je dois faire attention à la façon qu'il a de s'exprimer parce que c'est sa classe sociale, c'est son niveau d'instruction, c'est son intention aussi qui apparaissent à travers la façon de parler. Et je dois faire attention à ce qu'il ne dit pas, ce qu'il me cache, parce que ça aussi, ça révèle ce que le personnage vous cache ou bien ce qu'il prépare pour plus tard. Très bien, maintenant je vais lire les remarques. Très bien, le niveau d'étude, la façon de parler. Camille, donc Saïd a écrit un puriste, exactement, la préciosité, un style recherché, la sensibilisation, la sensibilité, vous voulez dire, la sensibilisation, il y a tahsis. J'ai envie de vous sensibiliser à la dangerosité de la Covid-19. C'est-à-dire, je veux vous conscientiser. Mais la sensibilité, c'est l'émotion personnelle, c'est le langage nous aide à comprendre la personnalité du personnage romanesque. Ma chérie, le personnage romanesque dans la vie de tous les jours, hein, est-ce qu'on n'a pas le proverbe marocain qui le dit? Je ne sais pas parler et je vous dirai qui vous êtes. Ou bien vous avez même le dicton arabe classique, eh ben votre façon de parler, c'est pour ça on vous dit faites attention à comment vous parlez, parce que à travers votre façon de parler et ce que vous dites, est-ce que ça tient ou bien vous êtes juste en train de raconter des aberrations? Les gens finissent par nous juger. Les gens nous jugent sur ce que nous disons et comment nous le disons, comment nous parlons. C'est-à-dire nos pensées que nous exprimons via le langage, mais aussi notre savoir-dire. Quand on ne sait pas parler, on n'est pas vu de la même façon que quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui parle bien comme Tartuffe, il séduit, il trompe les gens tellement il sait bien parler. Donc c'est un pouvoir. Bien parler est un pouvoir. Et ne pas bien parler, c'est un défaut. Ne pas maîtriser le savoir-dire, c'est un défaut. Et des fois, le savoir-dire, il peut cacher, il y a des personnages qui masquent bien leur jeu. On va voir cela plus tard. Le langage nous aide à comprendre la personnalité comme Maalouf. Je ne sais pas pourquoi là vous citez l'exemple de Maalouf. Maalouf, c'est un intellectuel. Un intellectuel, il est obligé d'utiliser un style soutenu et recherché. Il n'est pas précieux. Hein. Maalouf écrit dans un style soutenu, mais qui reste à la portée. La préciosité, c'est des gens qui utilisent des mots rares. Ça arrive des fois à certains étudiants, le jour du commentaire, ils vont chercher des mots rares de la langue française, mais qui ne sont pas adéquats par rapport au contexte dans lequel... voilà. Non, il n'utilise pas des mots rares. Hein. Amin Maalouf, il écrit dans un style soutenu. C'est juste quand vous lisez les textes, vous les trouvez tellement soutenus parce que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer ces mots. Vous pensez que la préciosité, là, c'est presque un défaut. La préciosité, c'est presque un défaut. C'est des gens qui vont aller chercher dans le dictionnaire un mot qui est vieux de je ne sais combien de milliers d'années pour vous impressionner. C'est pour ça que la préciosité, elle est souvent associée à un défaut. C'est un défaut. Mais donc, c'est juste un langage soutenu, c'est un français soutenu, utilisé par tous les intellectuels. N'importe quel livre, il n'y a pas que Amin Maalouf. Si vous prenez n'importe quel livre écrit par un essayiste ou un philosophe ou un expert, un spécialiste francophone, vous allez voir qu'il y a des mots pour lesquels vous avez besoin d'utiliser le dictionnaire. Très bien, on avance toujours sur la façon de parler. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un personnage est en train de parler dans le roman? J'ai posé la question à vos camarades la semaine dernière, j'ai eu quelques éléments de réponse, je les reprends aujourd'hui. Eh bien, les romanciers utilisent, vous avez le premier élément en rouge, des marqueurs, des indices typographiques écrits spécifiques. On reconnaît le dialogue au tiré. Dès que vous voyez le tiré, vous savez qu'il s'agit
d'un dialogue, c'est le personnage qui prend la parole. Ce n'est plus le narrateur qui raconte, c'est le personnage qui prend le relais de la parole. Les tirés, quand vous avez des guillemets, on sait que c'est le personnage qui parle. Quand vous avez des points de suspension et quand on a de l'italique, donc les petits caractères italiques inclinés, cela signifie que ce n'est plus le narrateur qui parle, qui pense, c'est plutôt le personnage. Donc, si vous avez un extrait avec des guillemets, des tirés, vous avez des personnages qui sont en train de discuter, c'est un dialogue. Donc, quel est le procédé qu'il faudra relever? C'est le savoir dire, le langage du personnage. Donc, les romanciers utilisent les marqueurs spécifiques, tels que les tirés, les guillemets, l'italique, les points de suspension, les points d'interrogation, les points d'exclamation. Mais pour indiquer que c'est un personnage qui parle, ils vont utiliser des verbes déclaratifs. Comme il est quelle heure, virgule, dit-elle, demanda-t-elle, reprit-il, répondit-il, il répliqua-t-elle, affirme tel ou tel personnage. D'où les verbes déclaratifs, les le discours direct. Vous les avez certainement étudiés en étudiant le discours direct. Donc, on a les marqueurs spécifiques, on a les verbes déclaratifs comme dire, reprendre, répondre, répliquer, affirmer. Pourquoi est-ce qu'on met tous ces verbes dans un dialogue? C'est parce que l'auteur a envie de recréer le style de la conversation orale dans la vie de tous les jours. Le style oralisé. Il veut imiter les conversations orales que nous avons chaque jour dans la vie quotidienne. Quand vous vous adressez à votre papa, à votre maman ou à votre frère ou à un camarade à la faculté, vous posez des questions, l'autre qui répond, eh bien, l'auteur, dans son roman, il va essayer d'imiter cette discussion orale à travers, pour créer un style oralisé qui va créer chez nous l'illusion d'un effet de réel ou bien qui va créer l'effet de réel. C'est ce qui va donner du réalisme ou un côté réaliste au dialogue. L'effet de réel dans les conversations, il y a beaucoup de répétitions. Les personnages qui parlent, ce que je voulais te dire, ce que je veux dire, c'est que donc, normalement, à des redondances, quand vous êtes en train de rédiger une production écrite, on vous dit toujours d'éviter la répétition. Ne répétez pas un mot. Voilà que quand vous parlez à l'oral, vous pouvez vous répéter. Des fois, c'est même recommandé. Vous vous répétez pour que votre interlocuteur comprenne ce que vous voulez dire. Donc, pour imiter la conversation orale, que va faire l'auteur? Dans le dialogue, il va permettre au personnage de faire des redondances et des répétitions. Il va répéter des mots. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans une conversation réelle. Donc, vous allez reconnaître le style oralisé dans un dialogue, vous pouvez relever les répétitions, vous pouvez relever les redondances. Et la prononciation, la question posée tout à l'heure par votre camarade, dans l'inspecteur Ali de Driss Shraibi, quand le commissaire marocain parle en français, il commet des fautes de prononciation avec son accent marocain. Donc, que fait Driss Shraibi pour se moquer du personnage? Il écrit le personnage, par exemple, il ne prononce pas le mot monsieur correctement, il dit missi. Missi, oui madame, oui missi. Que fait Driss Shraibi? Il va imiter cette prononciation, il va écrire le mot missi. Et en bas de la page, soit il corrige, soit le lecteur va comprendre que le personnage parle avec un accent. Il parle français avec un accent marocain et donc il se trompe sur la prononciation du mot monsieur et il prononce messier qui est écrit par Driss Shraibi. Ça crée de l'ironie. Donc, tout cela va créer l'effet de réel dans un dialogue. Quand il y a des redondances et des répétitions, quand il y a des fautes de prononciation, quand il y a l'accent africain ou marocain ou je ne sais libanais ou tunisien imité dans le dialogue, le ton, quand un personnage crie, on a des onomatopées comme quoi le personnage hurle, vous avez la répétition d'une voyelle, tu m'entends, on va écrire T, U, 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 U. Donc il y a le ton, normalement, le ton. Il faut une conversation orale pour comprendre l'intonation. Quand je pose une question, avez-vous compris? Il y a une intonation, mais à l'écrit, il n'y a pas d'intonation. Il y a des signes d'interrogation. Le rythme, le débit, à quelle vitesse parle le personnage? Est-ce qu'il marque des pauses? Il y a des personnages qui parlent très très vite.
Moi, je pourrais vous expliquer tout ça en quelques mots. Et un autre qui va vous dire, moi, 3 points de suspension. Je suis, 3 points de suspension, capable de 3 points de suspension. Vous expliquez 3 points de suspension, tout cela. Point. Quand il y a beaucoup de points de suspension dans un dialogue, dans un roman, c'est que le personnage parle lentement. Il marque des pauses. Et là, vous devez l'interroger. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de points de suspension? Pourquoi le personnage s'arrête pour marquer autant de pauses? C'est parce que le personnage ne trouve pas les mots. Pourquoi il ne trouve pas les mots? Parce qu'il n'est pas instruit, donc il a du mal avec les mots. Ou bien le personnage, il est instruit dans le texte, mais dans ce dialogue, il marque des pauses qui sont soulignées par les points de suspension parce qu'il est timide. Il est en face de la personne dont il est amoureux, donc il perd ses moyens et donc il perd la capacité de formuler des phrases normalement. Et donc, il y a des pauses qui se répètent, le rythme est lent, ou bien le personnage est ému. On vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Comment? Point de suspension. Est-ce, point de suspension, possible? Il ne peut pas, point de suspension, mourir, point de suspension, et me laisser seul, point d'exclamation. Donc, vous devez être attentif à la ponctuation aussi dans un dialogue. Vous devez être attentif à l'utilisation de la ponctuation parce qu'elle donne des informations sur l'intonation, sur le rythme, sur la vitesse, mais aussi sur les pauses. Et les pauses soulignent la timidité ou bien un manque de langage. Les paroles, est-ce que les phrases sont complètes ou au contraire, le personnage ne termine jamais ses phrases? Quand on ne termine pas ses phrases, soit on est timide, soit on est choqué, soit on est ému, soit on manque de langage parce qu'on manque d'instruction. Et puis, quand un personnage de la banlieue, un adolescent parle l'argot, il y a les écrasements. Quand vous parlez entre vous, je vous dis, est-ce que vous savez à quelle heure on termine le cours? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, vous devez dire je ne sais pas. Ça, c'est correct grammaticalement. Mais dans la langue, dans le style oralisé et oral, on a tendance à écraser les mots, ce qu'on appelle les écrasements. Sté, sté. Vous voyez comment c'est écrit. Des romanciers l'écrivent comme ça. Quand le romancier écrit de cette façon-là, ça ne veut pas dire qu'il ne maîtrise pas la langue française. Il imite le style oralisé du personnage qui parle. Parce que c'est comme ça que parlent les jeunes, les adolescents. C'était hier, c'était pas l'année dernière. Normalement, on dit c'était l'année dernière. Mais dans le style oral de tous les jours, on écrase les mots. C'était, je sais pas, je croyais que t'allais passer, je croyais que t'allais passer, t'allais. Non, je croyais que tu allais passer me voir après je ne sais quoi. Et vous faites attention aux onomatopées aussi, les onomatopées, imitation des sons et des bruits. Tout cela cherche à recréer le style d'une conversation orale dans la vie de tous les jours et ça peut révéler l'état émotionnel du personnage, la vitesse à laquelle il parle, les pauses, les phrases incomplètes. Tout cela peut aussi me donner des informations, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'apparence physique et le port vestimentaire. Est-ce que le personnage est bien instruit? Quel est son âge? Un adolescent va utiliser les écrasements. La classe populaire va utiliser les écrasements. Quand c'est un langage soutenu, le débit change, les phrases sont complètes, etc. Donc, la façon de parler de mon personnage peut me révéler beaucoup de renseignements sur lui, la classe sociale, son niveau d'instruction, mais aussi sur son état psychologique au moment où il est en train de parler dans le récit. Quand le personnage parle en pleurant, vous pouvez avoir des onomatopées, titrites. On peut avoir beaucoup de points de suspension. On sait que vous pouvez avoir des onomatopées. On peut imiter le bruit des soupirs. On peut imiter avec des H, 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 ou bien on peut imiter avec des
Sniff, sniff. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est en train de ravaler des larmes et des gouttes de mort parce que le personnage parle. Donc tout cela, vous pouvez sentir que le personnage pleure avec les onomatopées, avec la vitesse, le débit, avec et les onomatopées qui vont imiter les petits bruits qu'on produit quand on pleure, ils vont être reproduits. Sinon, un verbe déclaratif, dit-il en sanglotant. Donc vous avez compris qu'il est en train de parler. Sinon les onomatopées, sinon c'est la vitesse, sinon les phrases incomplètes, c'est l'émotion, sinon c'est carrément une imitation des bruits émis par le personnage quand il pleure. Par contre, au cinéma, c'est beaucoup plus facile tout cela. C'est ça la différence entre le roman et entre la littérature et le cinéma. Le langage, enfin, c'est le dernier élément à propos du langage et on va passer au décor. Le langage peut constituer un révélateur, on l'a dit. Le langage, la façon de parler, le savoir-dire, c'est un révélateur de la psychologie de la personnalité. Mais des fois, faites attention, le langage du personnage est un masque. C'est un masque qui cache la réalité du personnage. Comme chez Tartuffe, si vous avez étudié Tartuffe. Ce que Tartuffe dit, ce qu'il porte, ne correspond pas du tout à ce qu'il est. Il prétend être un homme de religion, un dévot. Il parle un langage religieux qui est pieux, mais on sait qu'il n'est pas pieux et on sait que c'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est quelqu'un de complètement corrompu. Donc faites attention. Le langage, est-ce qu'il me révèle réellement qui est le personnage ou bien c'est un masque qui dévoile un décalage entre le langage, ce que dit le personnage et ce qu'il est réellement. Il y a des gens qui savent masquer leur jeu, il y a des gens qui savent bien mentir, on en rencontre tous les jours. Donc sachez faire la part des choses. Est-ce que ce que le personnage ou la personne en face de moi me dit me révèle ce qu'elle pense réellement et ce qu'elle est, ou bien je dois faire attention parce que ce que cette personne en face de moi me dit, ce n'est qu'un masque qui cache ce que cette personne pense réellement et ce qu'elle est réellement. Voilà. Est-ce que c'est clair maintenant cette question du langage avant de voir le dernier procédé de caractérisation, à savoir le décor dans lequel vit le personnage et qui peut aussi être révélateur de beaucoup de choses. Très bien, on passe au dernier procédé de caractérisation, le décor. Dans quel décor vit le personnage? Là aussi, je l'ai dit à vos camarades jeudi dernier, montrez-moi dans quel espace vous vivez, comment vous rangez votre chambre, et ça peut me donner une idée sur votre caractère. Donc, qu'est-ce que j'entends par le décor comme procédé qui caractérise le personnage? C'est le milieu dans lequel vit le personnage, qui est décoré par lui, qui est aménagé par lui, qui est organisé par lui et qui peut me révéler à travers cette organisation l'espace, le milieu, le lieu de travail, l'habitat, peut me révéler la personnalité de la personne. Soigné, négligé, sale, propre, ambitieux, non, riche ou pauvre. Le décor peut me révéler toutes ces informations comme tous les autres procédés de caractérisation qu'on vient de voir ensemble. Alors, souvent, le décor dans lequel vit le personnage ou le héros d'un roman suffit à nous faire comprendre la personnalité de ce personnage. Par exemple, dans le roman de Balzac, Balzac a magistralement résumé les liens qui existent entre le personnage et son cadre familier dans lequel il vit, lorsqu'au début du Père Goriot, le roman de Balzac, le Père Goriot, quand il a décrit et dépeint cet hôtel, cette pension Vauquer, puis l'entrée de Madame Vauquer, qui est la propriétaire de cet hôtel, de cette pension, dans la salle à manger. Ashtuganina Balzac, à la Madame Vauquer, qui est la propriétaire et la détentrice de cette pension. Enfin, toute sa personne, c'est-à-dire la personne de Madame Vauquer,
Enfin, toute sa personne explique la pension comme la pension, l'espace, implique sa personne, c'est-à-dire la personne de Madame Vauquet comme personnage du roman. Parce que cette pension, elle était insalubre, elle était misérable à l'intérieur, mal décorée, les meubles étaient délabrés, c'était une pension qui ne donnait vraiment pas envie d'y passer la nuit. C'était un lieu délétère, un lieu complètement délabré, sale. Eh bien, ce lieu, cette pension, elle est le miroir qui reflète le caractère et la personne de Madame Vauquet. Madame Vauquet est une vieille femme qui adore l'argent et qui est avare, qui ne dépense pas beaucoup d'argent pour rénover la pension, pour meubler correctement sa pension. Elle ne dépense pas beaucoup d'argent sur cet hôtel, mais elle souhaite gagner beaucoup d'argent en louant des chambres dans cette pension qui lui appartient. Donc, qui voit cette pension sale et misérable dans cet état délabré, voit la personnalité de Madame Vauquet. Donc, toute sa personne explique la pension, comme la pension, l'hôtel, implique la personne de Madame Vauquet. L'un est le reflet de l'autre. Et nous allons étudier un extrait. Les exercices, vous allez trouver, je vous propose une description du cabinet de Charles Bovary, le lieu dans lequel il exerce son travail, où il exerce son travail. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce décor et qu'est-ce qu'il nous révèle sur la personnalité de Charles Bovary. Et les exemples de cette association du personnage et du décor, c'est-à-dire le lien entre le personnage et le décor dans lequel il vit, au milieu duquel il évolue, sont innombrables. C'est-à-dire dans tous les romans, la personnalité du personnage, elle est reflétée et elle transparaît dans le décor, dans le milieu dans lequel il vit, ou bien le lieu dans lequel il vit et il évolue. Et notre personnalité impacte directement le lieu dans lequel nous vivons. Donc, en guise de conclusion pour terminer, le lecteur est convié, c'est-à-dire le lecteur est invité à pénétrer, à entrer à l'intérieur de l'être moral, psychologique du personnage à travers ses traits physiques, vestimentaires et tous les détails de son costume et tous les détails du décor familier où il vit. Je dois deviner la psychologie, la personnalité du personnage à travers ses traits physiques, à travers les détails vestimentaires et à travers la description du décor ou du lieu familier où il vit. Voilà ce qu'on vous demande de faire. En décortiquant les outils du décor, les outils ou les traits physiques et les traits vestimentaires. Le personnage, généralement, dans un roman, conçoit la vie, il voit la vie d'une certaine façon. Il a une philosophie, il a une pensée. Et il dirige son existence selon des principes et des valeurs auxquels il adhère, ou bien au contraire, il se trouve pris dans un conflit entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. Mais généralement, le personnage, il a des principes et des valeurs et il va diriger toute sa vie, son existence, selon ses valeurs. Voler pour vivre ou bien au contraire être honnête, travailler dur et mériter de réussir, c'est comme cela qu'il choisit de vivre sa vie. Des fois, il y a un conflit entre, souvent dans le roman du 19e siècle, le roman réaliste, on a la jeunesse. La jeunesse a des rêves et des ambitions qui sont souvent contrecarrés par la société bourgeoise de l'époque. C'est-à-dire une société qui s'oppose à ces valeurs de liberté, d'émancipation qui sont mises en avant par les personnages incarnés par des jeunes dans les romans. Donc, c'est qu'on a un conflit entre ce que j'ai envie, mes valeurs à moi, et ce que la société m'impose. Et le personnage problématique. C'est un personnage problématique, ce qu'on appelle le personnage problématique. Il vit tiraillé entre ses convictions et ce que la société lui impose. Le personnage entretient généralement des rapports avec d'autres personnages dans le roman qui vont le juger, qui vont l'observer et que lui, il va juger à son tour. Donc, vous avez des relations qui se tissent, le personnage observe les autres et les juge,
mais aussi les autres personnages, ils vont observer notre personnage principal, le héros, et ils vont le juger. Alors, cette caractérisation qui donne au héros de roman une conscience et une consistance contribue à dire la caractérisation qui nous intéresse à travers l'âge, le patronyme, l'éthique et les manies, le costume, le physique, le moral, le milieu, le savoir-dire. Eh bien, cette caractérisation, elle donne de l'épaisseur, mais aussi elle donne une conscience, elle donne une âme à notre personnage, elle lui donne vie et contribue à lui donner de l'étoffe. L'étoffe, il y a l'épaisseur, il y a et de l'épaisseur à un être qui n'est autre qu'un être fictif, un être de papier. Avec quelques petits moyens de caractérisation qui sont souvent matériels, on arrive à donner existence, à donner vie et à donner de l'épaisseur à la psychologie du personnage qui se met à exister. Et c'est pour cela que nous nous identifions en lisant un roman. On finit par se reconnaître dans un personnage et on finit même par être influencé par un personnage. Imaginez, vous êtes influencé par un personnage qui n'est qu'un être fictif. Voilà qu'un être fictif, il est l'incarnation d'un certain nombre de valeurs qui sont transmises par l'auteur. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de la question. On a vu le côté théorique. Maintenant, nous allons passer au volet pratique. Je vous ai envoyé les exercices. Faites ce que je vous ai demandé de faire pour qu'on puisse avancer correctement et pour qu'on puisse rattraper tout le temps perdu depuis l'année dernière. Je fais des recherches sur l'auteur, sur l'œuvre, l'histoire racontée par l'œuvre, mais je lis les extraits en essayant de définir les mots difficiles à l'aide d'un dictionnaire. Ensuite, vous essayez de trouver les procédés de caractérisation qui apparaissent dans tel ou tel extrait. Et c'est en présentiel que nous allons faire les exercices cette semaine, la semaine prochaine, et on va compléter par des séances à distance comme celle-ci. En attendant, je vais vous envoyer d'autres documents sur comment reconnaître un champ lexical et aussi sur la signification des préfixes et des suffixes dans la langue française. Je vais poster tout cela sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, il n'y a pas de souci. C'est moi qui vous remercie pour votre patience. Je sais que c'est Ramadan et on a du mal à se concentrer longtemps, mais vous avez été attentif, vous avez été réactif, vous avez été très positif. Je vous en remercie infiniment. Bien sûr, le débat reste ouvert. Il y a le chat sur la plateforme. Il y a aussi les cours en présentiel. Et on continue de rester en contact. Voilà. Très bien. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais vous libérer. Zakia qui demande pour l'horaire. Oui, l'horaire pourrait changer. Tanat, selon ma disponibilité. Je vais essayer de voir. Si on arrive à travailler le soir après le ftour, je vais vous prévenir. Si j'en suis incapable, je pourrais modifier l'horaire. De toutes les façons, vous n'avez rien perdu. La leçon telle que nous l'avons faite maintenant, je l'ai enregistrée. À un certain moment, vous attendez 1 heure, l'administrateur va l'afficher sur la plateforme. C'est-à-dire, vous accédez à la plateforme et vous allez trouver l'enregistrement. Vous cliquez sur Play et vous réécoutez la leçon du début à la fin jusqu'à la fin du semestre. C'est ce qui est bon avec c'est qu'on ne perd pas les explications avec la plateforme. Voilà. L'horaire, je suis tout à fait ouverte à la possibilité de modifier l'horaire. Dès que je me sentirai en forme après le ftour, on pourrait travailler le soir. Avec un bon café, on travaillera tranquillement. Surtout pour les exercices, ça sera après le ftour. Très bien. Donc, prenez soin de vous. Très bonne fin de journée. Bon appétit pour tout à l'heure. Et à très très bientôt. Et à demain pour ceux que je vais voir demain jeudi à 11h à la fac. Prenez soin de vous. Au revoir.